Retourner en Terre du Milieu, c'est toujours un événement. Cette fois, c'est avec La Guerre des Rohirrim, un film d'animation qui s'appuie sur quelques lignes tirées des appendices du Seigneur des Anneaux et plonge dans l'histoire mouvementée du Rohan 260 ans avant la Guerre de l'Anneau pour nous raconter la fin de règne de Helm, Point de Marteau. Wikipédia, des tas de sites qui reprennent l'info, indiquent que ce sont 183 années qui séparent ces événements, mais je peux vous assurer que non, c'est bien 260 ans entre la fin de règne et la guerre de l'anneau. Je ne sais pas d'où provient cette erreur. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de la critique sera sans gros spoiler. Je n'y viendrai qu'à la fin pour souligner quelques éléments spécifiques qui relèvent du fanservice ou de certains choix scénaristiques. Ce film commence de manière prometteuse en misant sur des éléments établis au pouvoir nostalgique quasiment irrésistible pour saisir le spectateur amateur de cet univers. On a une carte magnifique, les musiques de Howard Shore et des paysages grandioses, le tout narré par Miranda Otto, interprète d'Éowyn bien sûr. Le mariage entre animation japonaise et Terre du Milieu paraîtra intuitif à certains et pas à d'autres. L'idée me semble intéressante et par certains aspects, notamment le caractère design, c'est un mariage parfois heureux. On arrive rapidement à Edoras, capitale du Rohan, dont la colline centrale est dominée par le palais de Méduseld. Dans les appendices, Tolkien évoque cet épisode très rude dans la dynastie des rois de Rohan et précise que le roi Helm avait 2 fils, Amma et Alès, ainsi qu'une fille qui n'a pas de nom, comme un peu trop souvent dans ces généalogies. Les scénaristes de la guerre des Rohirrim la nomment Hera et en font le personnage central de l'histoire. Le principe me semble intéressant car ces quelques lignes des appendices ont forcément besoin d'un paquet de développement pour alimenter les 2h14 du film. Les scénaristes, parlons-en. À l'écriture du scénario lui-même, on trouve Jeffrey Addis et Will Matthews qui collaborent souvent, ils l'ont fait notamment sur la série Dark Crystal. On a aussi Phoebe Gittins et Artie Papageorgiou. Quant à l'histoire initiale, le concept, on peut y ajouter Philippa Boyens, notamment connue pour son rôle de co-scénariste dans les 2 trilogies de Peter Jackson, et il se trouve aussi que Phoebe Gittins est sa fille. Si je les nomme, c'est aussi parce qu'il est intéressant de savoir que les 3 derniers que j'ai cités, Phoebe, Artie et Philippa, sont au scénario du prochain film live, La Traque de Gollum. Et justement, j'espère que l'écriture sera plus resserrée et convaincante pour La Traque de Gollum, sinon on pourrait courir vers une potentielle déception, d'autant plus que ce projet sera confronté au même défi que la guerre des Rohirrim, à savoir faire un film sur la base de quelques lignes. Quand on sait combien la transposition du Hobbit à l'écran a souffert de cette manie d'étaler inutilement le récit, je crains qu'on ne commence ici à discerner le début d'un motif récurrent et nocif. Pour revenir purement à la guerre des Rohirrim, au-delà de certaines qualités sur lesquelles je vais revenir, on a à la fois un problème de caractérisation et de rythme, donc un souci concernant aussi bien les personnages que leurs aventures. Je ne doute pas que les réacs de service vont s'engouffrer pour pester sur la place accordée aux femmes dans la réinvention des récits, et ce de manière artificielle. Le problème avec Hera, c'est que l'héroïne est en effet des plus stéréotypées. Même si en soi elle n'est pas du tout désagréable, je pense qu'il lui manque une manière d'être et 1 ou 2 défauts un peu évidents qui lui donneraient davantage de relief et permettraient de s'attacher davantage à elle. Et on peut en dire autant malheureusement du grand antagoniste du film dont la seule motivation est la revanche et son incapacité à accepter une attirance non réciproque. Ce méchant passe son temps à prendre des décisions irrationnelles, ce qui peut avoir son charme, peut-être au début, se transforme ensuite rapidement en une litanie de choix ridicules qu'on devine à l'avance et qui sont soulignés par les conseils avisés qu'il reçoit et n'écoute jamais. On dit souvent qu'un antagoniste intéressant élève un film, et on ne peut que déplorer ici l'effet inverse. Malgré un caractère design très convaincant, encore une fois, dit autrement, l'écriture des personnages ne fait pas honneur aux artistes qui ont défini leur apparence, à l'exception sans doute du roi Helm. Helm est un personnage intéressant car il est imparfait et se laisse aveugler par son orgueil avant de difficilement faire face aux conséquences de ses choix et de ses actes. Il est servi en VO par la voix de Brian Cox, qui confère au personnage une indéniable présence et autorité. Ses 2 fils, Alès et Amma, se résument certes à 1 ou 2 traits de caractère, mais ils font partie des rares personnages que le film parvient à rendre un peu attachants. Je parlais du rythme et son grand problème provient de l'essoufflement de la seconde partie du film, qui ne parvient jamais réellement à relever le défi d'une stagnation de l'action dans l'espace. Les étapes s'enchaînent un peu laborieusement et on ne peut retenir qu'une seule séquence véritablement marquante, même si elle pourra être un peu gâchée par un détail limite ridicule, ça va dépendre de votre attachement personnel à la cohérence. Dans son aspect visuel, ce film est un drôle de spécimen qui propose à la fois de belles choses et des choix pour le moins discutables. La beauté des personnages et des décors en 2D
mérite d'être souligné à nouveau. Le réalisateur se nomme Genki Kamiyama et il travaille avec les artistes du studio Sola Entertainment. Les plans sur Edoras et Meduseld sont beaux et beaucoup de soin est apporté à certains objets comme la couronne de Helm, des tenues et des armures, de même qu'à une certaine expressivité des chevaux, qui sont beaucoup présents à l'écran, comme on s'en doute, bien sûr, en Rouen, et sans jamais tomber toutefois dans le travers qui consisterait à faire d'eux des chevaux de cartoon avec des expressions trop humanisées. L'animation elle-même est d'une qualité variable selon les scènes. On sait qu'animer un cheval qui galope est extrêmement difficile, et cela pourrait se sentir un peu, même si, personnellement, ce n'est pas un point qui m'a chagriné plus que ça. Ce qui m'a fait carrément mal aux yeux en revanche, ce sont les fréquents flous de mouvement quand l'animation se la joue aux caméras qui balaient un décor. C'est tout simplement insupportable et le choix de conserver ces effets me laisse perplexe. On les retrouve aussi lorsque la caméra fait un 360 autour d'un personnage qui sonne du corps à un moment, ça rend malade. On profite en revanche d'une belle fluidité dans les mouvements des personnages à pied et dans la plupart des affrontements, même si la lisibilité de certains combats aurait pu être encore meilleure. Là où les choses se gâtent, c'est quand on en vient au mot guerre du titre La guerre des Rohirrim, c'est plutôt les escarmouches des Rohirrim, et c'est moche. En effet, le film ne parvient jamais véritablement à nous montrer des armées en mouvement ou en confrontation, ne parlons même pas de stratégie ou même de tactique militaire sur le champ de bataille, pas question de ça ici, puisqu'on reste toujours quasiment sur un point de vue individuel ou de groupe restreint. Les mouvements de troupes sont flous et on ne prend même pas la peine par exemple de souligner l'intérêt stratégique des guets de Lysen. On peut y ajouter une autre aberration, mais je suppose que cela découle d'une idée chelou du scénariste qui a voulu inventer un truc pseudo-cool. J'y reviendrai en spoiler. Il me semble que pour parvenir à rendre la seconde partie du film plus intéressante, il aurait fallu donner plus de choses à faire aux Rohirrim et sans doute ne pas se contenter de suivre uniquement la lignée royale et leurs proches. Du côté fanservice, même s'il y en a et qui n'apporte pas forcément grand chose, ce n'est pas un point que je reproche particulièrement au film, même si un ressort scénaristique en particulier semble un peu gros. On remarque quelques clins d'œil à l'animation japonaise, même si j'en ai certainement manqué quelques-uns. En dehors de Disney, d'Illumination et de quelques autres exceptions récentes comme Super Mario Bros attirait massivement les Français en salle de cinéma avec un film d'animation, ce n'est pas facile. C'est d'autant plus délicat quand on tente une histoire destinée plutôt aux adultes. Ce film est donc un pari risqué pour Warner Bros et New Line Cinema, du moins sur la plupart des marchés. Et malgré mes réserves personnelles, il semble clair que certains spectateurs de ma séance ont beaucoup apprécié le film, donc je vous invite à vous faire votre avis en salle bien sûr. Avant de passer aux spoilers, je vous rappelle que parmi les idées de cadeaux originales pour Noël, les stylos Novium sont des objets au design fascinant avec les Overpen Interstellar et Future Edition disponibles dans les coloris Space Black, Mars Magma ou encore Neptune Blue. Il existe même une version premium avec de l'or 18 carats ou carrément un éclat de météorite certifié. Je passe à une partie spoiler plus courte pour évoquer certains points qui ont sans doute retenu votre attention en voyant le film. Le premier, c'est l'affrontement entre un olifant et un guetteur des eaux. L'idée est clairement tirée par les cheveux, notamment en partant du principe que le guetteur de la Moria serait donc membre d'une espèce et pas un spécimen unique. Et puis c'est vrai, le traitement de l'absorption de l'olifant par le guetteur est un peu exagéré, pour ne pas dire extravagant. Un peu plus intéressant, on note que l'olifant blessé et rendu fou par la douleur semble être un clin d'œil au début de Princesse Mononoke. Le personnage même d'Hera est, de l'aveu des créateurs, un clin d'œil appuyé au personnage féminin ambiance garçon manqué de Miyazaki, en citant notamment Nausicaa. Par ailleurs, son nom n'a rien à voir avec la déesse grecque Héra, mais va trouver son inspiration dans la linguistique médiévale. Autre créature du légendaire qui est largement utilisée, les fameux aigles qui sont les bienvenus dans l'introduction du film, mais dont l'intervention dans les affaires des hommes à la fin semble là aussi sujette à caution. Dans la lignée, on peut évoquer le cas de Leaf, qui gravit près de 900 marches avec l'armure de Helm dans une boîte sur son dos, et si cette boîte n'est pas une référence à celle contenant les armures des Chevaliers du Zodiaque, alors je ne connais plus Senseiya. Je suppose que le troll des neiges fera jaser à cause de son affrontement physique avec Helm point de marteau, et oui ici j'utilise à dessein la première traduction de Hammerhand, car je la préfère pour ce cas précis. Donc le vieux roi peut-il se bastonner au corps à corps avec un troll? C'est une exagération bien sûr, mais sachant ce que certains personnages sont capables de faire dans le Silmarillion, notamment, j'ai envie de dire pourquoi pas. Dans la scène qui précède, on peut souligner que les voix des deux orques sont celles de Billy Boyd et Dominic Monaghan, pur fanservice bien sûr, mais ça fait plaisir. Quant à l'apparition de Saruman à la fin, elle est parfaitement correcte en termes de chronologie pour Isengard et Orthanc. En soi, rien de particulièrement choquant donc. Quant à la mention de Gandalf, disons qu'elle aurait gagné en subtilité si on s'était passé de prononcer son nom,
Ces questions, le fait qu'il porte de nombreux noms et sa rune suffisaient plus que largement. Je pense que la seconde partie du film, Le Siège, aurait vraiment gagné en intérêt avec un choix moins extrême pour les sorties du roi Helm. Il aurait pu les effectuer avec des guerriers, et nous aurions pu avoir un certain suspense en créant un personnage combattant en dehors de la famille royale qui l'accompagne dans ses sorties, puisque des sorties absolument tout seul comme ça, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Ou alors plus simplement, Olwyn, la Shield Maiden, aurait pu être ce personnage avec plus de suspense autour de sa survie. Quoi qu'il en soit, si la dernière bataille du roi Helm était marquante, difficile de comprendre le choix de le représenter brandissant son marteau dans la mort, alors que justement tout le principe est qu'il n'avait pas d'armes pour déglinguer ses adversaires. Autre petite aberration qui devient géante à force d'huile de coude, cette fameuse tour de siège au mécanisme improbable et à la construction impossible et risquée qui vient s'abattre sur les hauteurs du fort. Enfin, on reste un peu coincé entre l'introduction du film, tout son déroulement et sa conclusion. Avec un personnage aussi essentiel que Hera dans le déroulement, il est évident que les gens auraient parlé d'elle et gardé son histoire vivante. Le fait même de commencer le film en indiquant que son nom ne se retrouve ni dans les histoires ni dans les chansons n'a donc aucun sens logique, aucune justification n'est apportée par l'histoire, puisque le fait qu'elle ne devienne pas reine est loin d'être suffisant pour expliquer cette disparition, d'autant plus avec le rôle essentiel qu'elle joue pour détourner l'attention pendant la fuite des réfugiés, ou encore en parvenant à prévenir son cousin Fréalas grâce à l'aigle. L'aide des fameux aigles qui dépend donc surtout de la quantité de gigots que vous leur avez balancé dans le bec dans leur jeunesse, si je résume le message du film au premier degré. Je suis convaincu qu'il y a un très bon film potentiel qui se cache derrière ce résultat plutôt décevant, du moins à mes yeux. Je pense que la responsabilité en incombe beaucoup aux décisions scénaristiques et peut-être à quelques limitations de temps ou de moyens pour véritablement représenter des affrontements militaires dans des proportions appréciables à l'écran. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce en l'air ou encore un commentaire, voir tout ça à la fois, et à défaut, le point de Helm vous laissera avec la dentition de la gardienne du fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!